Bon, je vais commencer les gars parce que finalement, il faut que je finisse pile à 19h. Alors, en une petite heure, le livre de philosophie qui tue, puisqu'il y en a 5 dans l'année, ma philosophie de A à B. J'aime bien, ça commence fort. Et tout simplement parce que Warhol n'est pas le plus connu pour être un philosophe. Et moi, je voudrais bien le traiter comme un philosophe. Donc, son livre, on va regarder les 10 chapitres qu'il a rédigés, le sommaire est là, pouf. Et ça va nous donner l'occasion de voir qu'il fait plus de philosophie qu'on croyait, et puis de voir des œuvres qui sont moins connues que ce qui est très connu. Il va parler de puberté, d'amour, de sénilité, ça fait toujours plaisir, de beauté, et puis de célébrité, ça on peut comprendre que ça l'intéresse, de travail parce qu'il a travaillé à peu près toute sa vie comme un fou. Il est mort assez brièvement dans une opération qui n'était pas prévue. Et donc, il va parler aussi du temps qui passe et de la mort, puisque vous savez sans doute que le petit décor qui me sert, c'est que c'est quelque chose qui a obsédé Warhol à peu près tout le temps. Cette idée d'être célèbre, même 15 minutes, si on faisait une philosophie comme celle-là, il a une philosophie de la com et de la pub avant tout le monde, puisque là, on est en 62, 66 quand il dit ça, et que je parlerai aussi d'un autre bouquin de Sophie Guibert qui s'appelle Warhol Spirit, où elle s'amuse en se demandant si Warhol avait YouTube, est-ce que ça le ferait kiffer? Alors on pourrait penser qu'il aurait tout anticipé, que ça lui plairait beaucoup, et puis elle a une hypothèse assez différente. Elle dit que justement, en fait, il avait tellement tout prévu que ça ne se passerait pas tout à fait de cette façon-là. Et puis, ce qu'on peut dire pour commencer quand même, c'est que, puisque ça va nous donner les 10 chapitres, l'occasion de prendre Warhol à rebours sur 10 points. Et si on a 1 heure devant nous, ça fait 5 minutes par point. Oui, ça grésilloute parce que nous sommes au C19 et il y a une tempête de neige à l'extérieur. Ah bon? Et c'est ça qui est un peu bizarre. C'est complètement bizarre. Je ne peux pas faire autrement. Je vais essayer de ne pas bouger. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them C'est quand même le type qui va signer des boîtes de conserve. C'est quand même un truc invraisemblable. Quand on y pense, il est pour moi équivalent à Cocteau au début du siècle et Dali à sa façon, c'est-à-dire quelqu'un dont le visage devient très très connu, dont les blagues, l'instinct pour la publicité dépassent tout. Et c'est de ce point de vue-là qu'il a l'air d'annoncer notre société, puisque c'est les années 60, et puis il est né en 47, lui. Il meurt non, il est né en 37, il meurt en 87. Donc c'est quand même assez récent. Il a été très très tôt connu. Il était dessinateur de chaussures, et puis il est devenu vraiment très fameux jusqu'à un point où, c'est ça qui m'intéresse, on finit par se demander si ce qui est le plus important, c'est pas sa propre tête, c'est-à-dire ses réflexions, ce qu'il a autour de lui, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Et finalement, c'est ça que je voudrais regarder avec les 10 points. Une façon de penser les médias, la photo, les magazines, la télé, bien plus importante que tout. Alors, le premier truc rigolo, c'est que ça s'appelle Ma philosophie de AB, on dirait qu'elle ne va pas très loin. Et c'est un livre qui est sorti en 77 en France, en 75 aux États-Unis, qui a un peu vieilli, qui est assez emmerdant à lire. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est intéressant que ça soit emmerdant, vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'il aborde une façon de parler des artistes, c'est ça le premier point dont je voudrais parler sur les 10. Là. En fait, finalement, il montre qu'un artiste, c'est un travailleur comme un autre et qu'en fait, il n'y a pas de quoi faire des miracles avec la célébrité. Il va continuellement passer son temps à dévaloriser ce qu'il fait comme si c'était une trouvaille ou un truc à la con vite fait. Un petit point qui est intéressant, c'est que vous voyez, quand il sort en 77, ça s'appelle Ma philosophie de A à B. Et puis, dans la traduction après, ça s'appellera Et vice-versa,
qui est déjà, on sent que ça va beaucoup plus loin quand même, la conception, alors qu'aux États-Unis, c'était déjà de A to B et retour, et vice-versa, parce que back again, c'est pas tout à fait vice-versa, mais on va dire ça. Et puis le sommaire dont je parlais, il va parler de B et de moi, parce qu'en fait, A et B, c'est deux personnes qui se parlent, mais on ne sait jamais qui est. B n'est jamais la même personne. Elle est une façon de Andy Arborson Warhol. On ne peut pas discuter avec ses archives, c'est-à-dire, à chaque fois, le sommaire résume un peu ce qui va se raconter. Il est en train de décrire comment quelqu'un d'autre que lui, voilà, à chaque fois, il y a une petite en-tête qui est assez nullarde, mais c'est fait exprès presque. C'est-à-dire, finalement, ce que j'essaye de dire là dans l'idée numéro 1, il y en a 10, il faut qu'on se dépêche, c'est que Warhol, il passe son temps à dire « je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un auteur, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un penseur ». Et en fait, il fait quelque chose qu'ont fait des tas d'artistes après, même à leur façon, des gens qui jouent de ça, Doc Gineco, Dali, justement, a passé son temps à dire que ce qu'il faisait avait de la valeur, que c'était peint à la main, que c'était vraiment très, très précieux. Et là, il passe son temps à dire qu'en fait, c'est presque rien et qu'il s'en fout. Ce qui fait que l'introduction, je l'ai gardée parce que c'est vraiment… dès mon réveil, j'appelle B, donc il va y avoir des B dans chacun des chapitres qui ne seront jamais la même personne, on ne sait pas qui c'est. B est n'importe qui et je suis personne, donc il va ajouter à ça. Alors, à la fois, ça nous intéresse. Première idée sur un artiste, finalement, ce n'est pas grand-chose, c'est un travailleur parmi d'autres, et puis ce n'est pas un intellectuel, ce qui est une façon de faire réfléchir au statut de l'artiste et à l'image un peu romantique qu'on a depuis 2 siècles, depuis 1800, les romantiques. Et puis, B, c'est n'importe qui, c'est-à-dire, c'est une façon de discuter avec quelqu'un, mais comme si on discutait avec soi-même, et puis de jouer avec le côté superficiel de Warhol, et donc de réfléchir à ce que c'est que les États-Unis qui adorent le superficiel. Voilà, il dit j'ai besoin de B parce que je ne supporte pas d'être seul, sauf quand je dors. Là, je ne supporte pas d'être avec quelqu'un. Donc, il va passer son temps à dire un truc un peu, presque n'importe quoi. On n'entend pas. Dès mon réveil, j'appelle B et B répond allô, j'attends. J'éteins la télé, je pisse, j'ai pris un comprimé déshydratant et je ne sais pas pourquoi ça me fait pisser tout le temps. C'est-à-dire qu'il va, c'est ce que redit d'ailleurs le petit résumé, c'est un livre devenu culte, il a été réédité il n'y a pas longtemps chez Flammarion, un pot-pourri irrévérencieux et drôle, alors on ne se tord pas de rire à chaque fois, il est assez méchant, il va dire des choses assez crues, par exemple il y a un passage où il dit bah tiens, se faire éjaculer sur le visage c'est bon pour la peau, il va dire du mal de Liz Taylor, il va dire des trucs… voilà, qui aujourd'hui seraient un peu trash, passeraient à la télé facilement, mais en même temps qui sont toujours l'occasion de soit dire rien du tout, soit au contraire de glisser un petit truc sur… on est tout le temps obsédé par notre apparence, on est tout le temps obsédé par dire un truc intelligent, on se demande un peu qu'est-ce qu'il faut faire, et chaque fois qu'on lui pose une question et un chapitre sur l'art, il va dire ben, un artiste, ça s'est coupé du salami. Donc il va presque faire exprès, c'est pour ça que je citais… un rappeur mou comme Doc Gineco, c'est quand même pas prévu, c'est-à-dire le type qui fait exactement le contraire de ce qu'on attend de lui, qui va sortir un truc à la noix. Et si je l'ai choisi dans les 5 philosophes qui ont marqué l'art contemporain, c'est parce que c'est justement ce côté casser le mythe, alors qu'il est déjà connu quand il fait ça, mais il n'a pas encore d'émission de télé, on est en 75-77. Voilà, un mélange de sérieux et de dérision, remise en question des valeurs sacrées de la société, de la civilisation américaine. Et ce que précise le bouquin, c'est ça qui a vieilli un peu, mais qui le rend intéressant de ce point de vue-là, développe des théories originales sur des sujets qu'on n'avait pas l'habitude d'explorer au moment où est paru le livre. Parce que, tout simplement, un artiste qui parle de lui avec lui-même, ou qui, voilà, on l'a ici, j'en ai pris des exemples différents, son copain B qui va pisser, qui prend un cachet déshydratant, le truc B, c'est de ne penser à rien. Rien, c'est passionnant, c'est sexy, c'est pas embarrassant. Voilà, et donc, dans un livre de philosophie où un type dit qu'il fait que penser à rien, soit il se fout de notre gueule, il faut se faire rembourser, soit il est en train de nous dire c'est peut-être sympa de penser à rien, voilà, d'être dans le superficiel, mais ça, c'est un peu le Warhol qu'on connaît. Alors, est-ce que ça va un peu plus loin? C'est ça qui m'intéresse de développer. Voilà.
Voilà, et puis il va dans le sordide exprès. Il parle de l'acné qu'il a eu toute sa vie. D'ailleurs, Lagerfeld, c'est vraiment le successeur absolu de Warhol, hein. Ils sont bien connus, puis il est à peu près tout comme lui, c'est-à-dire il dit des choses qui sont intéressantes et en même temps qui n'ont aucun intérêt. Et en même temps, cet aucun intérêt est en train de nous dire, soit on est déçu, soit on se dit, il a voulu dire un truc plus intelligent, j'ai rien compris. Et c'est cette société des médias d'Ardisson, Ardisson pourrait correspondre à ça, c'est-à-dire interviewer des gens sur voilà, un coton-tige. Une chose qui m'excite, c'est d'avoir un coton-tige dans l'oreille. J'adore me nettoyer les oreilles. Alors, on est quand même en train de. On n'est pas face à un philosophe, on n'est pas face à un penseur, et on est face à quelqu'un qui se fout de notre gueule un peu, voilà, qui se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'était mon premier, c'était de dire finalement, est-ce que c'est aussi bien que ça? Voilà, des gens qui t'éjaculent au visage, ça resserre les fibres, on a l'air rajeuni. Et puis, il a la solution magnifique. Il dit ah bon, tu crois que ça marche vraiment? Il dit moi, je me sers du mien. Voilà, c'est bien mieux, comme ça, je peux le faire de chez moi. C'est vraiment complètement punk, c'est assez trash et c'est pas du tout le Warhol qu'on imaginerait. Et puis, un peu plus tard, B lui dit tu pourrais devenir président des États-Unis. Voilà, et puis, on fera un truc assez marrant et c'est là où ça annonce vraiment notre époque. Et donc, la question n'est pas ça pourrait être un livre raté, c'est pas faux. Ça pourrait être un livre qui est justement le contraire de ce qu'on attendrait d'un livre de philo ou d'un livre d'un artiste. On est d'accord. Puis ça aurait vieilli. Et puis ça pourrait être, troisièmement, on est un peu plus malin du genre, oui, mais c'est plus malin que ce qu'on croit. Non, c'est intéressant parce que justement, il crée une espèce d'attente. Et dans cette attente, il y a quelquefois des choses qui ne marchent pas. Et on va regarder ça dans son propre travail. Il y a plein de choses qui ont été ignorées de son travail et qui sont pourtant assez intéressantes, même ratées. Voilà, il aurait pu être le président et donc son copain B, enfin, des fois c'est une copine, on lirait un journal, puisque de toute façon, il dit, si tu étais président, il y a quelqu'un qui serait président à ta place, qui lirait le journal tous les soirs, et puis tous les soirs, on dirait, le président ne fait rien, voilà, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Et on n'est pas loin d'une société de ce type-là, hein. C'est là où Cécile Guibert est intéressante, c'est que Warhol avait proposé dans les années 70 une émission de télé-réalité qui le suivrait en continu, et qui est exactement ce qui pourrait se passer. Et en même temps, elle insiste sur le fait que ça n'aurait plus d'intérêt aujourd'hui. C'est-à-dire, puisque tout le monde est devenu aussi célèbre que Warhol, suivre Warhol lui-même ne serait pas forcément le plus passionnant. Voilà, et ça serait résumé par tu serais un président plutôt chouette, tu ne prendrais pas de place parce qu'il était radin comme un cochon. Warhol, d'ailleurs, beaucoup de parties de ce livre fait qu'il cherche du fric tout le temps. Tu aurais gardé tout ce qu'on t'aurait donné parce que tu collectionnes, tu serais célibataire, parce qu'il a toute une théorie sur le fait que le sexe, le mieux, c'est de ne pas le faire, c'est beaucoup plus excitant. Et donc, le livre qu'il rédigera à la fin serait « Comment j'ai dirigé le pays sans même essayer ». Et comment j'ai dirigé le pays avec votre aide, voilà, ça ferait un peu plus chouette. Et puis, tu pourrais voter oui à Andy Warhol, puisque A lui rappelle finalement, ce que tu fais, l'air de rien, c'est tout le temps de la politique. C'est-à-dire que tu parles des médias, tu t'intéresses aux médias, tu t'intéresses aux gens connus, aux célébrités, et donc tu t'intéresses aux échanges d'images et au fait que toutes ces images circulent partout. Voilà, et ça, c'est de la politique, c'est-à-dire c'est du politique. Ça, ce sont des polaroïdes de Warhol avec sa propre tête travestie. Plein de fois, c'est le sujet du travestissement et de la beauté est un sujet qui intéresse Warhol. Il ne s'agirait pas de le ramener juste au fait qu'il ait des questions à se poser, en effet, sur le fait qu'il aime beaucoup sa maman et qu'il soit resté toute sa vie très, très attaché à elle. Mais ça m'intéresse aussi de voir comment, justement, il a une théorie là-dessus qui est tout à fait intéressante, qu'on voit à d'autres endroits, c'est le fait que les travestis auraient une idée de la féminité et feraient un travail immense pour ressembler à des femmes plus que des femmes ne le feraient elles-mêmes. Et donc, on serait en train de réfléchir à c'est quoi une image, c'est quoi ressembler à une idée d'image. D'ailleurs, il dit, il a un peu de prudence en disant, je ne dis pas que c'est bien, mais je ne dis pas que c'est pas bien. Mais je dis aussi que c'est un double travail. Il faut arrêter d'être un garçon et en plus essayer d'être une fille. Encore plus une fille qu'une fille. Alors, le premier chapitre, j'ai évoqué donc là deux idées déjà. Un artiste, c'est pas finalement un penseur et un auteur à ce point-là. Et puis, ce côté superficiel donnerait peut-être l'occasion de réfléchir. Voilà, il va voir un psychiatre. Parce qu'en fait, il a un problème, c'est qu'il n'a pas de problème pendant très longtemps. Et il dit, c'est tout à fait ennuyeux. Moi, je voulais que les gens me racontent leurs problèmes. Et puis, on va voir que ce qui va remplacer son psychiatre, c'est sa télé. Voilà, j'aime ton appartement.
à une certaine période de ma vie, j'ai commencé à ressentir que j'endossais les problèmes des gens que je connaissais. Voilà, ils voulaient absolument me confier. Mais à une époque, j'ai vécu avec 17 personnes dans un même appart. C'était tous des créatifs. Ils avaient des tas de problèmes, mais ils ne voulaient pas m'en parler. Et donc, je travaillais beaucoup. Je n'avais sûrement pas le temps d'écouter leurs problèmes. S'ils avaient voulu m'en parler, n'empêche, je me sentais repoussé parce qu'ils ne voulaient pas me parler de leurs problèmes. Et il ajoute juste après, un jour, j'ai décidé que je m'en foutais des problèmes des autres. Voilà, dès l'instant où j'ai préféré être seul plutôt que d'avoir écouté les problèmes des autres, tous les gens se sont précipités pour me raconter ce que je venais décidément de choisir de ne pas écouter. Voilà, du jour où je suis devenu solitaire, que j'ai eu ce qu'on peut appeler ma suite. C'est-à-dire, alors là, on est dans l'étape d'après de ce que je suis en train de raconter, c'est qu'il serait un peu passif, il serait un peu pas celui qui décide. Ça, c'est une façon de déconstruire l'image de l'artiste qui serait un créatif. Mais là, il dit aussi, il y a une espèce de destin qui se fabrique de tout ce qui est autour de nous. Il suffit que je décide de ne pas le faire pour que ça arrive. Et c'est quand même pas du tout comme ça qu'on voit un artiste ou un créateur. En fait. Normalement, il décide tout de A à Z. Alors, ce qui fait que une des choses sur le point 3 qui n'est pas connue de Warhol et qui est très passionnante, ben, c'est qu'il a des copains très célèbres tout le temps. On pourrait tous les faire un par un, mais on a Pelé, on a Chris Evert, on a O.J. Simpson, hein, c'est pas rien. Et puis le merveilleux basketteur, ben oui, Jabbar, qui est le roi du karaté. Et donc Warhol a fait à toutes ces époques des tas de Polaroid qui est intéressant. Donc ce livre chez Taschen, qui est un gros livre, on n'a pas beaucoup montré ça. Donc à la fois, Warhol est continuellement entouré de gens, est continuellement entouré de célébrités. Il les met en scène, il leur dit de poser pour lui. Donc ils volent leur célébrité. Il y a un petit côté vampire, d'accord. Mais il y a un truc qui est intéressant. Donc fond uni, toujours ses copains. Donc ses copains sont beaux, ils ne sont pas toujours célèbres, mais ils sont un peu glamour. Le fond est toujours le même, le cadrage est toujours le même, on peut avoir des éléments pour se repérer. Mais ce qui est intéressant dans cette série de Polaroid, c'est tout simplement que Polaroid, c'est une pièce unique en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout un multiple, puisqu'on tire, la photo, c'est la pellicule, et on a directement un truc qu'on ne peut pas reproduire. Et pourtant, le travail de Warhol, c'est cette reproduction et cette idée de multiplication, voilà, cette unité. D'ailleurs, Guibert a toute une théorie que je ne pourrais pas développer, mais qui est très intéressante sur le fait qu'on l'appelle le pape du pop art, sur le fait qu'il était fasciné par le pape, pas seulement parce qu'il était chrétien, catholique et assez pratiquant, mais aussi parce que le pape a un problème, entre guillemets, c'est qu'il est vraiment unique. Il n'y a pas de deux papes en même temps. Et donc, elle fait l'hypothèse, c'est très intéressant, c'est vraiment un livre, Warhol Spirit, qui n'est pas qu'un livre d'histoire de l'art, elle liste d'ailleurs un truc très marrant, le fait que la quantité de papes, ils ont tous, là, nous avons Adrien 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5, Innocent, ça va jusqu'à 13, on a toute une liste entière de Martin, ça va jusqu'à 5, Pie, ça va jusqu'à 12. Voilà. Et ce qu'elle dit dans cette petite liste qui est à la page 34 de son Warhol Spirit, c'est finalement un pape est unique, mais ils ont tous un numéro. Et donc, ils sont à la fois en train de se succéder, de se valoriser les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire que l'Église catholique a fabriqué une sorte d'énorme histoire commune qui est sans fin. Et ce qui fascine Warhol, parce qu'il y a des passages entiers où il a rendu visite au pape, hein, il l'a rencontré, il est passé là, pouf. Et il a été vraiment très fasciné par le personnage. Mais il n'a pas voulu le prendre en photo, il a tourné autour de l'idée il a rencontré les deux précédents aussi, il a tourné autour de l'idée d'en faire une image multiple. Mais ce que Cécile Guibert raconte, c'est que finalement, cette question du multiple, c'est la question de Warhol. La question de un pape unique, un pape multiple, lui serait le pape, alors on dit pop, vous voyez le jeu de mots, hein, pop en anglais, donc pop star. Voilà, dans cette question du Polaroid, il me semble qu'il y a cette question du multiple. Voilà, alors, ce qui lui arrive, c'est que quand il revient de chez le psychiatre, il s'arrête chez Massys, il prend une télé, et après, il laisse sa télé allumée sans arrêt. Il va avoir jusqu'à 4 télés, et ça le fascine complètement. Et alors, toute sa carrière, il voudra une émission de télé, il va réussir à en avoir une d'ailleurs.
qui est une sorte de fourre-tout. D'ailleurs, on a très peu, il y a très peu d'extraits qu'on peut trouver encore aujourd'hui, parce que ça n'a pas été édité en DVD. C'est à la fois mal filmé dans un studio et en même temps une sorte de robinet continu d'invités célèbres. Voilà, tous les gens me parlaient de leurs problèmes. Je m'aperçus que la télévision me divertissait juste assez pour que les problèmes que me racontaient les gens ne m'affectent plus. C'était comme un truc magique. Voilà, on est encore en train de… Est-ce que c'est un problème américain et où Harold serait le symbole des États-Unis qui sont creux? C'est pas que ça, en fait, ce que je crois. Voilà, après, il explique qu'il a un appart au 5e et puis petit à petit, il achète un appart au 2e. Donc, il habite 2 étages. Mais une fois que j'ai eu la télévision, je restais de plus en plus à l'étage de la télévision. Et nous avons une petite publicité pour TDK où il a justement joué avec sa propre image. Warhol et c'est ça qui est tout à fait fascinant, il peut, le 2e degré ou le 3e degré ou le jeu avec lui-même, c'est sans fin en fait. Aka, Midori, Ao. Voilà, ce qui fait que la difficulté que va rencontrer Warhol, idée numéro 4, ça va être de continuellement abreuver cette machine à images et à idées, et donc de faire des trucs pas très intéressants aussi, c'est-à-dire des choses que l'histoire a un peu effacées, voilà, les Polaroids, les émissions de télé qu'on ne trouve pas en DVD, que j'ai vues à Maison Rouge quand c'était exposé sur Warhol et la télé, mais des choses qui sont complètement mises de côté. Ce côté fascination, voilà, parce qu'il devient vraiment très célèbre, et il raconte ici dans ce petit chapitre sur amour et puberté, pouf, 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 voilà, il raconte petit à petit comment, dans les années qui suivirent ma décision d'être en solitaire, je deviens de plus en plus populaire. Voilà, cette idée d'isolement, de fascination pour la solitude, et en même temps de type complètement en train de faire des fêtes tout le temps, en train de draguer tout le monde, parce qu'il y a aussi une grosse ambiguïté qui est un peu passée de côté, c'est que Warhol va faire vraiment beaucoup de choses pour de l'argent, va rencontrer des gens très très riches, et puis il va soutenir voilà, 2 dictateurs au moins parce qu'ils ont du fric. Voilà, donc il va dans des soirées, toutes les années 70, du Shah d'Iran, tout ce people qu'on trouve dans le salon de coiffure d'un point de vue image du monde, voilà, c'est le sien. Et il n'y a pas de séparation entre un bon côté ou un mauvais côté, c'est vraiment l'argent qui est le plus fascinant. Ce qui va être intéressant aussi, c'est là où ça parle des États-Unis, c'est cette fascination pour l'argent, elle est assumée, mais elle est pensée. Voilà ce qui va nous intéresser aussi. Voilà, j'ai fait ma déclaration sur le pop art, j'avais beaucoup de travail, des toiles à faire, je travaillais de 10h à 22h, et puis je rentrais dormir chez moi. Quand j'arrivais le matin, les gens que j'avais quittés étaient toujours là en pleine forme avec Maria Callas en boucle et les miroirs. Il y a une sorte de rapport entre sa solitude et puis cet entourage qui est autour de lui continuellement. Puis il y a une théorie qui est intéressante, puisqu'on est en 75, dans les années 60, tout le monde s'intéressait à tout le monde, la drogue y aidait, tout le monde était égal, les débutants, les chauffeurs. Et puis il dit plus loin qu'il rencontre une amie qui s'appelle Ingrid, et qui a elle-même, alors ça c'est assez inattendu de la part de Warhol, elle dit elle a un nouveau nom qui convenait parfaitement à sa nouvelle carrière mal définie dans le show business, c'est-à-dire les stars deviennent importantes en elles-mêmes, quel que soit ce qu'elles fassent. Elle va s'auto-appeler Ingrid Superstar et dit « J'affirme qu'Ingrid a inventé ce mot ». Et c'est cette précision que j'ai trouvée intéressante. J'invite toute personne en possession de coupures de presse qui mentionne ce mot antérieurement à la création d'Ingrid à venir me les montrer. D'ailleurs, il dit Ingrid m'a appelé, elle manifestait, elle manipule maintenant une machine à coudre, mais son nom poursuit son chemin. C'est-à-dire inventer un nom, le fait qu'il la suive, qu'il la dépasse, qu'il déborde tout le monde, voilà, c'est aussi de la création. Et c'est comme une marque, on pourrait dire ça, mais il est capable de dire il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans. Voilà, finalement, il précise dans les années 60, tout le monde s'intéressait à tout le monde, et puis ça va passer pour toujours. Alors, il précise, dans les années 50, j'ai commencé à avoir une liaison avec mon téléviseur, elle continue maintenant, j'en allume 4 dans ma chambre à coucher, et puis pendant tout le livre, sa femme, c'est en 1964 un magnétophone, puisqu'il précise que
qu'en fait, il va continuellement avoir un magnétophone. C'est la parole qui le fascine beaucoup plus que les images, et que dès qu'il est avec quelqu'un tout seul, il est en stress, sauf s'il y a sa femme magnétophone avec lui. Il enregistre tout continuellement. Et rien ne fut plus jamais un problème, car un problème signifiait simplement une bonne bande. Et quand un problème se transforme en bonne bande, ce n'est plus un problème. C'est une façon d'utiliser les machines et les médias pour mettre à distance le monde, ce qui est moins superficiel que prévu. Ce n'est pas très intéressant, en un sens, parce que si tout le monde fait ça, c'est complètement creux. C'est voilà, la télé, c'est ta vie. Mais déjà, on est assez nombreux. Enfin, là, je ne suis pas concerné parce que j'ai plus de télé depuis un moment, mais se remettre sur YouTube comme chaîne de télé est tout à fait addictif, puisqu'on passe son temps à chercher des choses qui vous intéressent et qu'on rebondit sur des choses qui ne vous intéressent pas du tout, comme l'algorithme propose une sorte de zapping continu. Ça, c'est très intéressant pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se servent de ces outils-là pour penser à distance. Alors, la théorie qui est aussi intrigante, c'est qu'il précise que pendant les années 60, je crois que les gens ont oublié ce que les émotions étaient censées être, et je ne pense pas qu'ils s'en soient jamais souvenus depuis. Voilà, les médias, et on pourrait mettre les écrans aussi, sont un filtre entre le monde et nous. Et ça, c'est quand même pas une petite idée. Hein. C'est-à-dire, c'est pas de dire que les écrans ont envahi notre monde. C'est pas ce qu'il est en train de dire, c'est que ce média-là est très important. Et je ne sais pas si j'ai été capable d'amour, mais après les années 60, je n'ai plus jamais pensé en termes d'amour. Et d'ailleurs, il dit que c'est une très bonne façon de ne pas avoir de problème, ce qui est tout à fait envisageable. Voilà, finalement, vous savez sans doute quand même, ce n'est pas une petite chose, que le monsieur Warhol, à force d'être une créature de médias, je n'ai pas pu résister à montrer cette invitation à passer à la croisière s'amuse quand même. Donc, c'est-à-dire dans une série télé un peu ringarde où il y a des centaines de gens, si vous avez l'occasion de regarder, il y a des gens sur YouTube qui ont fait un montage avec tous les gens connus qui sont passés dedans en apparition. Ça, la télé française est assez peu capable de le faire, c'est-à-dire qu'elle invite des gens d'une autre série télé parce que le public dit « Ah mais oui, il y a machin qui est de la série télé ». Et donc, on se dit « Mais c'est trop génial, donc j'ai 2 séries télé pour le même prix ». Et donc, c'est l'occasion quand même de balancer une autre version. Hello, I'm George Hammond and this is my wife Mary. Nous avons quand même le petit monsieur qui est dans Happy Days, si je ne dis pas de bêtises, qui va croiser Warhol vite fait. Well, welcome to our 200th cruise. Thank you. Have tractor will travel. George is a tractor salesman. Best in his district. They call him the Lee Iacocca of the Corn Belt. Excited Judy Andy Warhol soon. Andy Warhol? Well, you know the artist. He's going to be on this cruise? Yes, he's going to help us celebrate our 200th voyage. He's going to pick some lucky passenger and paint a portrait. Et voilà le monsieur. C'est un faux contact qui est assez pénible. Voilà, dans son atelier, Warhol, dans sa factory, il va passer son temps à filmer tout le monde, et il va passer son temps à inviter des gens connus, parce qu'on a quand même le petit monsieur Duchamp qui a un peu révolutionné l'art contemporain. Voilà, Warhol peut tout faire à chaque moment, peut intégrer chaque élément extérieur à lui, parce que finalement, son sujet, c'est la rencontre, en fait. C'est la parole et la rencontre échangée. Et il y a quelque chose qui est plus complexe que ça. Alors, il va, par exemple, préciser dans Amour, on est dans le tome 2, je suis presque à la moitié de mon temps. Voilà, il connaît une jeune fille qui s'appelle Taxi, une débutante très belle et désordonnée qui avait quitté sa famille. Elle avait une qualité de vie de poignant et vulnérable. Alors ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas du tout méprisant, en fait. Taxi pouvait être tout ce qu'on voulait, une petite fille, une femme intelligente, sotte, riche, pauvre. Et elle était un vide magnifique, extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle est capable, ça pourrait être péjoratif si on est européen, c'est-à-dire t'es vide, t'as pas grand-chose à raconter. Lui, il dit, c'est une menteuse, elle peut dire la vérité à n'importe qui, elle peut pleurer sur commande, elle peut être crue et elle obtient tout ce qu'elle veut. Et on connaît tous des gens qui sont un peu comme ça, ou des fois on en subit les conséquences même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, elle est un vide magnifique, c'est-à-dire il est capable de dire que ce côté superficiel, c'est ça qui est intéressant.
Voilà, elle invente la mini-jupe parce qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle achète des fringues chez les gamins et qu'elle les porte et que petit à petit, c'est ça qui va rester. Voilà, cette capacité de vide, il y a quelque chose qui est très américain dans la façon de comprendre ça, ce que les Français et Européens ne comprennent pas du tout, quoi. Si c'est vide, c'est qu'on s'ennuie. Si c'est vide, il faut occuper l'espace. Et là, le système des superstars fait qu'on a continuellement envie de remplir ce vide. Je ne résiste pas, même si on ne peut pas le ranger en entier, parce qu'il fait quand même 4 minutes. Une publicité de Warhol qui était diffusée en 4 minutes dans un avion, donc on était en otage continuellement, pour Burger King. Il va absolument rien se passer, c'est-à-dire on va voir entièrement Warhol manger je fais le coup aux étudiants, je ne leur dis pas habituellement, ils se tapent 4 minutes 27 de Warhol qui est en train de ouvrir le ketchup, ouvrir son hamburger, reboucher le ketchup, manger. Il y a juste le bruit de la route alentour, rien du tout. C'est à la fois d'un ennui profond et c'est en même temps complètement fascinant. Pas seulement parce qu'on se demande ce qu'on est en train de faire à regarder ce mec qui mange un sandwich. Il a travaillé son look quand même, petit costume, perruque continue, qui n'est pas lié qu'à ses problèmes de peau ou de calvitie. C'est aussi une façon de fabriquer un personnage vide dans lequel tout le monde va se projeter. C'est très intéressant parce que c'est là où, par exemple, Lagerfeld a vraiment compris quelque chose et où il a lui-même, quand on le questionne, Cécile Guibert en parle dans Warhol Spirit, quand on demande à Lagerfeld quelle est sa plus grande réussite, il dit « ça peut vous étonner, mais c'est moi-même ». C'est-à-dire ce que j'ai fait subir à mon corps, le costume que j'ai créé, la silhouette que j'ai créée, l'éventail, les mitaines, qui fait que c'est devenu presque un objet sans moi. Et ils étaient très, très proches, ils se sont très bien connus. Ce qui est très intéressant, c'est que, et c'est là où il y a un renversement, c'est une idée supplémentaire, c'est assez fascinant de regarder rien. En fait, ça change de l'activité. C'est plutôt oriental comme façon de voir les choses. C'est plutôt la côte ouest américaine qui est plus sensible à ça que les New-Yorkais qui sont toujours speed. Mais quand on regarde ce Warhol en train de faire rien, on est à la fois fasciné parce que c'est vide et à la fois fasciné parce que c'est reposant que quelque chose fasse pas grand-chose en fait. Pour la conclusion, c'est une surprise. Il dit à la fin, allez, on peut l'écouter même si Eliane va gueuler. My name is Andy Warhol and I just finished eating a hamburger. Voilà. Je m'appelle Andy Warhol et je viens de finir de manger un hamburger. On en a pour son pognon, mais si on révèle la fin avant la fin, on ne pourra pas savoir. Idée supplémentaire, voilà, la fille téléphonique de mes rêves, c'est là où il va parler de sa fascination pour les travestis. Il parle de sexe. Ce qu'il y a de plus passionnant, c'est de ne pas le faire. Si tu tombes amoureux de quelqu'un et que tu ne le fais jamais, c'est bien plus excitant. Ça aussi, c'est une théorie pas très compréhensible par des Italiens ou par des Français. Il va avoir toute une façon de préciser ça. Je vois rien de mal à être seul, je trouve ça formidable. Les gens font toute une histoire de l'amour personnel, mais il n'est pas besoin d'en faire une telle affaire. Même chose pour la vie, les gens font toute une histoire aussi. La vie personnelle et l'amour sont les deux sujets qui n'intéressent pas le sage de type oriental. Voilà, finalement, si on arrive à se débarrasser, c'est bien facile à dire, hein, mais c'est pas qu'une provocation, c'est pas qu'une vie superficielle américaine. Il y a quand même une réflexion là-dedans de dire finalement ce qui nous attache aux choses et qui nous rend malheureux, c'est quelque chose qu'on veut obtenir et qu'on n'a pas. Ce qui est très provocateur de la part de Warhol, c'est qu'il dit ma façon de lutter contre ça, c'est d'acheter des trucs et d'être content d'avoir du fric. Donc effectivement, sa philosophie paraît un peu limitée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a une façon de mettre à distance, je vais exagérer pour plaisanter, mais voilà, s'il n'y a pas d'histoire d'amour et s'il n'y a pas de rapport à la vie, c'est toute la littérature occidentale qui vient de rayer d'un trait de crayon. Voilà, Warhol, c'est rien d'autre que du travail. Voilà, et il dit à chaque fois que
je pouvais tomber amoureux de quelqu'un, ou chaque fois que quelqu'un au bureau pouvait tomber amoureux, ils disent, il y en a un ou deux qui sont contents de profiter parce que je viens à leur rendez-vous. Ils sont un peu comme moi, ils veulent que rien ne se produise, et quand je suis là, rien ne se produit. C'est-à-dire, c'est pas un four, c'est pas un truc qui fait que il dit rien partout où je vais. Je vois très bien quand l'un d'entre eux est heureux de me voir entrer parce que quelque chose se produit. Ils sont impatients de me voir faire. Et voilà la réponse, surtout quand ils sont coincés en italien. On sait comment les Italiens aiment faire survenir quelque chose. Là, il y a de la pensée qui est intéressante. Voilà, je suis l'antidote évident. Et la solution pour lui, voilà, on devrait tomber amoureux les yeux fermés. Ne regardez pas, c'est la meilleure façon d'être heureux longtemps. Il pourrait se passer rien que ça serait peut-être plus intéressant. Voilà, des séries de photos des années 64 et que je trouve intéressante de mettre en vis-à-vis de il peut se passer rien. C'est-à-dire que Warhol n'est pas seulement en train de prendre en photo continuellement des gens connus, de les valoriser ou de vampiriser leur connaissance. Là, on ne sait pas qui c'est. Et la série qui est complètement étonnante, hein, parce qu'il y a presque rien. En fait, c'est un costard sur fond uni, permet qu'on ait un ensemble de corps les uns par rapport aux autres. Die Kunstwelt hielt für sich. Le voici en 79, invité en Allemagne dans une biennale très importante. Arrive un des artistes les plus importants qui n'a rien à voir avec Warhol, qui s'appelle Joseph Beuys. Kunden den Atem an, registrierte ergriffen das erste Gipfeltreffen zwischen den Premiers zweier künstlerischer Großmächte, die durch Welten voneinander getrennt sind. Et Beuys lui dit j'essaie de te rencontrer depuis longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fois la gêne, la timidité de Warhol va faire qu'il ne va rien se passer vraiment. Et il va quand même gagner à la fin, si on peut parler de rapport de force, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais j'aime bien le regarder de cette façon-là. Joseph Beuys gab sich zu vorgerückter Stunde die Ehre. Voilà, là, on a quand même deux personnes en 79 très, très, très célèbres dans le monde de l'art contemporain. On était une époque où l'art contemporain était encore pouvait déclencher des reportages de médias. Qu'est-ce que va faire Warhol? Il lui dit on essaye de se voir, on ne s'est pas vu, ils ne se reverront plus. Et Warhol lui dit est-ce que ça te dirait, est-ce que je peux faire une photo de toi? Et il dit bien sûr, mais tu veux la faire quand? Il dit dans ma poche, j'ai toujours un Polaroid. et c'est ce qui fait que ce que raconte Warhol n'est pas qu'un leurre, hein. C'est-à-dire il a vraiment continuellement magnétophone, télé allumée, appareil photo qui fait qu'il met à distance les autres, qu'il les met dans qu'il les rejette comme une image et que Warhol en train de prendre en photo le mec devient une image d'image. C'est quand même invraisemblable. C'est-à-dire que je ne vois pas trop d'équivalent. Je parlais de Dali, et Dali essayait de faire des provocations et des performances. On pourrait mettre dans le cas de Warhol quelqu'un comme Abramovic, c'est-à-dire une femme qui a fait des performances et qui a fini par devenir très célèbre en faisant des événements. Voilà, là, ce qui se passe sous nos yeux, c'est que ce n'est pas une peinture, puisque Warhol va faire une peinture de cette photo, il va faire une photo, il va faire une peinture qui sera très connue, mais il est en train de fabriquer de l'événement, voilà la photo en question, de fabriquer de l'événement par son attitude. Ce qui fait qu'il y a quelque chose de la performance un petit peu dans ce qui l'intéresse. Et dans ce qui pourrait être intéressant dans son travail. Alors, il rajoute quelque chose qui est très intéressant, parce que là aussi, ça fait voir autrement l'amour peut s'acheter et se vendre. Une des anciennes superstars pleurait toujours quand un homme qu'elle aimait la jetait hors de son atelier. Et il précise, c'est l'occasion de la regarder comme ça, Brigitte Bardot fut une des premières femmes vraiment modernes capables de traiter les hommes en objets sexuels, les acheter et les jeter. Voilà, c'est une façon de regarder Brigitte Bardot qui est assez intéressante. On est très littéraire et romantique, nous on la voit comme une sorte de créature extraordinaire. Et puis, rebondissement de rebondissement, Warhol va en faire une image que je trouve pas très réussie d'ailleurs. Elle est un peu warholisée systématiquement, c'est-à-dire les couleurs sur la bouche, les yeux qui sont repris sont un peu systématiques. Ce n'est pas forcément une façon de faire disparaître l'image qui est autour. Voilà,
À propos du sexe, une dernière chose, Truman Capote, qui a un nom destiné, qui est une des plus grandes langues de pute et un des très bons écrivains des années 60 aux États-Unis, fait une remarque à Warhol, donc voilà, il peut piquer des idées qui se retrouvent dans son bouquin, m'a dit un jour que certains comportements sexuels étaient des manifestations de notre nostalgie. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose de ce qui nous est arrivé avant qu'on rechercherait. Voilà, le sexe, c'est parfois la nostalgie de l'époque où vous le convoitiez. Il a une théorie qui est assez intéressante. Je vais prendre un exemple farfelu, mais si vous désirez, quand vous avez 15-20 ans, un modèle de fille, quand vous allez pouvoir le réaliser, ça ne sera plus à la mode. Et donc, il y a quelque chose d'un ancien rêve qu'on cherche à obtenir. Ce n'est pas absurde, et c'est encore une façon de mettre à distance quelque chose qui est du sentiment. Voilà, d'être capable de dire le sexe, c'est la nostalgie du sexe. C'est très intéressant et c'est plutôt caché dans le livre parce que le livre, je vous disais, est rempli de tas de choses très perturbantes, très inintéressantes. J'en profite aussi pour valoriser ce film qui est incroyable parce que Warhol a fait beaucoup de films. On peut penser que c'est tout à fait superficiel parce que le film Empire, où il filme l'Empire State Building qui dure 8 heures, où c'est un plan fixe, où on voit juste l'Empire State Building avec juste le lever du soleil et le coucher, on est bien d'accord que ça ressemble à peu près à un foutage de gueule dans la façon de mettre en scène. Et donc, on pourrait aller vite en disant que Warhol fabrique du cinéma avec des sortes de procédés. Ce film-là est absolument prodigieux. Il s'appelle Blowjob. Et blowjob, c'est facile, ça veut dire éjaculation. Ce qui est assez fascinant, qu'on soit quelle que soit son attirance sexuelle, c'est que le film lui-même, on ne voit pas ce qui se passe. On voit le visage de ce beau jeune homme qui, au début, nous regarde de face et qui, pendant les 3-4 minutes, là aussi, quand je le montre à des étudiants, je ne leur dis pas comment ça se passe parce qu'il a un visage qui grimace, il a un visage qui se serre, il a un visage qui petit à petit jouit parce qu'en fait, hors caméra, il y a quelqu'un qui est en train de lui faire une fellation. Et normalement, quand ça vous arrive dans la vie, quel que soit le côté où vous vous trouvez, vous ne regardez pas le visage de quelqu'un. Et ce que Warhol fait en montrant cette image-là, c'est qu'il nous montre quelque chose qui ressemble à de la peinture, qui ressemble à une sorte d'extase, comme on le voit dans les peintures anciennes, qui est à la fois pas gênant, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de sexuel, mais encore plus gênant que gênant, puisque quand on sait d'où ça vient. Là, il est capable de regarder autre chose que ce qu'on voit, c'est-à-dire de montrer par le moyen du cinéma, une photo ne marcherait pas, un dessin ne marcherait pas. Le raconter comme une sorte de provocation ne marcherait pas. C'est vraiment l'éclairage très fort, le visage jeune du monsieur, le fond uni, pas d'effet de… La caméra n'est pas en plein milieu, enfin le visage n'est pas en plein milieu, le fond est très très clair. Voilà, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce qu'il dit là. Voilà, il y a une théorie sur ce que serait la sexualité, il y a une théorie qui dit… finalement, notre rapport au sexe, si on en était distant, ça serait peut-être bien, parce que lui-même, il l'a appliqué, il vaut mieux pas le faire. Mais il est capable, à l'intérieur de tous ses désirs pour des gens, pour leur apparence, pour la jouissance, d'en faire un film et que ce genre de film soit intéressant à regarder. En fait. C'est là où ce serait un peu rapide de dire c'est juste du cinéma expérimental qui cherche d'autres formes, ou un cinéma qui s'appuie sur une culture gay qui utilise le cinéma expérimental. C'est plus que ça, c'est regardable et intéressant pour ça. Voilà, il a une théorie qui se discute tout à fait aussi. Quand vous voulez plaire à quelqu'un, vous voulez lui ressembler. Quand vous voulez ressembler à une pierre, c'est que vous aimez vraiment cette pierre. J'aime les idoles en plastique. Ouais, il y a des théories à la con, quelquefois, c'est-à-dire je voudrais ressembler à une pierre, c'est parce que je l'aime. Si je l'aime, je veux lui ressembler. Par contre, sa théorie, elle est un peu bidon, mais Warhol lui-même a l'air d'être un être en plastique quand même. Il se teint les cheveux, il se teint non, il met une perruque, il a un coiffeur continuellement avec lui, il se teint les sourcils. Il est obsédé par son apparence et par sa peau, qui est en très mauvais état. Il va faire de la chirurgie esthétique, mais il est lui-même une construction de sa propre image. Alors, la théorie de quand on aime quelque chose, on aime lui ressembler, mais me semble pas tout à fait convaincante parce que vous voyez, c'est assez né un peu comme ça. Quand vous voulez ressembler à une pierre, c'est que vous aimez vraiment cette pierre. C'est balancé comme ça. Ça ressemble presque à des considérations sur le coin d'un bistrot.
Et en même temps, c'est intéressant sur la façon dont ça fait regarder son travail. Voilà, la beauté, je m'entends toujours dire qu'il est beau, qu'elle est belle, quelle beauté. Je ne sais pas de quoi je parle. Voilà, c'est tout à fait la provocation. J'ignore ce qu'est la beauté. Et voilà pourquoi son travail sur les travestis, c'est-à-dire des garçons qui deviennent des filles, est très intéressant, que ce soit en Polaroid ou en photo ou en peinture. Là, il y a quelque chose à creuser qui ferait regarder le travail de Warhol autrement que juste il avait des copains de toutes sortes et ils étaient un peu fantaisistes. C'est un sujet de ce qu'est la beauté, la transformation, la ressemblance à des idoles et à des stars. Ça va beaucoup plus loin que ça et c'est un peu négligé. D'où le travail de Warhol sur le travestisme le concernant. C'est pas seulement qu'il a envie d'être une fille, parce que c'est pas vraiment son sujet, mais c'est que ce à quoi on veut ressembler, on voit bien qu'il fait exprès de ne pas être trop une fille quand même. Là. Pas... Enfin, ou alors son maquilleur, il est viré. C'est pas quand même le plus réussi. Voilà. Une autre théorie qui va avec, les beautés en photo sont très différentes des beautés en personne. Il doit être difficile d'être mannequin, car vous devez avoir envie d'être comme la photo et on ne peut jamais y ressembler. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, vous savez, on dit que les gens sont photogéniques et qu'ils sont plus beaux en photo qu'en vrai. Et lui, il va plus loin, il dit, finalement, là, il est en train de faire un Polaroid de monsieur Mick Jagger, et quand il en fait une peinture, c'est un peu moins foufou. Ce n'est pas forcément le plus intéressant. Et ça split quand je zoome. Et finalement, l'image qu'on donne de soi n'est pas forcément représentative de ce qu'on est, ça on le savait. Par contre, l'image peut vous rendre malheureux de ne pas être cette image. Et ça, c'est quand même une idée. Alors, c'est une idée intéressante. Alors, on n'est pas concerné, hein, mais c'est une idée qui parle de la peinture de Warhol. Petite provocation sur qu'est-ce qui fait que Warhol est intéressant, c'est qu'il va faire des boîtes de soupe parce qu'il dit je fais des boîtes de soupe, ça résume un peu mon histoire. Moi, j'ai fait des boîtes de soupe parce que je mangeais de la soupe. C'est-à-dire le degré zéro de la création, moi, j'ai même pas d'idée, je fais juste de la soupe. Menteur. Évidemment que c'est aussi parce que c'est un objet de consommation, parce que cette boîte de soupe, elle est très connue, et qu'à l'intérieur de ça, on peut avoir plusieurs versions de la même boîte, et qu'on va pouvoir travailler en série comme les boîtes elles-mêmes, puisque les boîtes elles-mêmes, elles sont à plein de goûts différents, alors qu'elles ont la même couleur. Ce qui est une création de designer qui est très curieuse, discutable même. Ce qui est intéressant, c'est que Warhol va fabriquer, alors finalement, c'est une photo qui devient une sérigraphie qui va être tirée par des assistants. Les assistants vont plus ou moins colorer, et puis ça va être tellement célèbre qu'il va en vendre énormément dès les années 60. Mais ce qui m'intéresse de regarder aussi, parce que là c'était une façon de revenir sur sa carrière, c'est qu'il va à plusieurs périodes relancer, voilà, ça c'est plus tardif, ça n'a pas marché autant. Et puis, j'aime bien rappeler quand même un truc qu'on oublie, c'est que le monsieur Warhol lui-même, qui est célébré à la télé, le présentateur télé montre une boîte de soupe, c'est-à-dire le type est tellement connu en train de faire des boîtes de soupe que quand tu vas aux États-Unis, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes une boîte de soupe parce que tu ne peux pas t'acheter un Warhol. Et alors là, on est au sommet du sommet, c'est que les boîtes de soupe Campbell, qu'est-ce qu'elles ont fait pour les 50 ans? Elles ont fait des boîtes de soupe avec Warhol dessus. Là, on n'est pas dans le méta, on a explosé le principe de la référence à la référence. C'est quand même pas rien. La même chose avec Elizabeth Taylor. On pourrait penser que c'est une fascination pour les stars qui fait que petit à petit, il va multiplier les Liz Taylor. Voilà, grande célébrité, comédienne, qui fait qu'elle est dans tous les magazines. Et donc, on pourrait penser que son image, il aurait des problèmes de droit d'auteur. Maintenant, ça ne marcherait plus puisqu'il prend une photo de quelqu'un. On pourrait même ajouter une couche, c'est le quelqu'un est une vraie personne, mais est un rôle. Donc, il y a en plus de la coiffure, du maquillage, voilà, il y a de la création entre les deux. Dans un rôle particulier, on la reconnaît, prise en photo, reproduite dans un livre, puis ensuite sérigraphie. Mais on oublierait un peu vite qu'elle est maquillée comme une voiture volée, c'est-à-dire qu'il a exagéré le maquillage et fait déborder l'ensemble à tel point qu'on dirait presque un clown. Et que le sourire du Joker, oui, est pas loin. On a quelque chose qui est un peu trash. On a l'impression que Warhol célèbre la beauté de Liz Taylor. Il y a quelque chose de plus malsain là-dedans. Voilà.
Oui, il parle un petit peu de quelque chose qui de la célébrité, puisque effectivement, ce que voulait acheter la publicité, c'est votre aura. Alors il dit, je ne sais pas trop bien ce que c'est que l'aura. C'est un sujet que Walter Benjamin a développé, c'est-à-dire l'aura, c'est la multiplication de ta propre image, tout ce qu'il y a autour de toi qui fait que ça serait plus. Les autres me voyaient en chair et en os, mais finalement, il y a de plus en plus l'aura, c'est-à-dire qui je suis entre les gens et moi. D'ailleurs, il dit, quand il rencontre le pape, tout le monde s'en fout, il est dans un coin, et puis il y a une des sœurs qu'il reconnaît, qui hurle, mais c'est Andy Warhol, qui vient lui faire signer une photo, un petit papier, pardon. Et finalement, le pape s'approche en fait en disant, mais c'est qui ce gars, enfin ça c'est moi qui blague, c'est qui ce gars qui me concurrence? Voilà, et il dit finalement, il y a quelque chose qui fait que mon aura est continuellement à ma place en fait. Alors il dit, la célébrité n'est pas importante, mais si j'étais pas célèbre, on m'aurait pas tiré dessus. Voilà. C'est aussi une façon de voir les choses, mais il dit, et ça devient peut-être amusant, peut-être qu'on m'aurait tiré dessus parce que j'étais dans l'armée, peut-être j'aurais été un instituteur gras, merci les gars, je le prends pour moi. Mais une bonne raison d'être célèbre, ça ne doit pas arriver à grand monde, c'est qu'on peut lire tous les magazines et on connaît tous les gens qui sont dans le magazine. Voilà. Et là, on n'est pas loin de la société dans laquelle on est. Voilà. Et j'ai toujours dans un coin de ma tête l'idée que si votre nom apparaît dans les informations devraient vous payer. Ça, c'est un sujet qu'on a vu arriver il n'y a pas très longtemps, quand les gens qui font des téléréalités ont demandé des cachets d'artistes. Quand on a commencé à rééditer en DVD les émissions de télé-réalité. C'est-à-dire que normalement, ils sont payés pour une intervention et ils vivent, qu'il n'y a pas de création, il n'y a pas un texte, il n'y a pas quelque chose qui est à exécuter et à jouer. Mais comme leur vie est réutilisée pour être diffusée, rediffusée, rediffusée, ils disent on veut être reconnu comme créateur ou co-créateur pour toucher des droits d'auteur. Ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, il précise un élément intéressant, c'est qu'il dit, ça vaut encore aujourd'hui, hein, quand on fait des interviews, en fait, le type qui vous interviewe, ça ne l'intéresse pas vraiment d'avoir votre avis, il a déjà un avis et il veut absolument que ce que vous disiez rentre dans ce qu'il a écrit. Et si vous dites un truc compliqué, ça va lui casser les pieds parce que ça va lui faire réécrire tout. Alors, Warhol va être aussi connu à ses débuts. On montre ça souvent, ça c'est en 65 avec son galériste. On montre ça souvent comme une espèce de moquerie de Warhol, de jeu avec les médias, puisqu'il est interviewé par la télé. Vous allez voir comment il répond aux questions. Il est en train de continuellement jouer avec l'intervieweur. Voilà, je fais de l'art, ça me fait une occupation. À la fois c'est vrai, à la fois c'est pas vrai. Ça résume bien tout ce qu'on vient de voir jusque-là, c'est-à-dire on n'a pas forcément la réponse complète à ce qu'on s'attendait à avoir, on a un peu moins et un peu plus. Voilà, il va parler beaucoup de travail, c'est presque une provocation, mais les affaires d'art sont plus que l'art des affaires. Voilà, faire des affaires, c'est continuellement important. Ça pourrait nous parler de notre situation hospitalière aujourd'hui. Voilà, quand j'étais mourant, il fallait quand même que j'écrive mon nom sur un chèque, c'est quand même un scandale. Je pense que celle-ci, elle va bientôt nous arriver en Europe et on fera moins les malins. C'est pas très glorieux. Je rappelle que le travail dont il parle, c'est quand même pas rien. C'est une image de Marilyn, une multiplication d'images, une saturation de couleurs fait par des assistants, puisque c'est un système de sérigraphie sur lequel on va mettre une image, mettre de la couleur, faire un tirage, et à partir de là, avoir un multiple, donc une image qui était déjà multiple dans un magazine, qui est reproduite mécaniquement en photo-gravure, et qui va après être multipliée en exemplaires différents. Donc, quand Warhol demande à Gérard Malanga de faire des boîtes autour de lui, il fait semblant pour la photo de travailler. Il ne travaille vraiment jamais. Il travaille continuellement à faire des choses, mais par contre, ce n'est pas lui qui l'exécute vraiment. Et c'est ce qui fait que dans le livre de Cécile Guibert, on a une mise en page qui est géniale, puisqu'on a une page blanche où, en 62, Warhol dit « Quand j'ai fini une série, je détruis les écrans de sérigraphie. Si quelqu'un contrefait mes œuvres, je suis incapable de m'en rendre compte. » On peut l'imaginer, ce n'est pas lui qui le fait. Puis le hasard du tirage est un peu mal fait.
Mais en vis-à-vis, c'est là où le livre lui-même est assez génial, puisqu'en vis-à-vis, la page noire à côté, en 81, je peins tous les tableaux moi-même. S'il y a des faux en circulation, je peux les reconnaître. Il dit une chose, il dit le contraire. Il ne dit pas forcément un mensonge dans l'un ou dans l'autre. Et ça devient intéressant qu'il soit capable de dire deux trucs différents. Ça raconte quelque chose. Il peut faire un Elvis, mais quand on les multiplie, c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire, ça fait un de trop ou trois de trop, ou en tout cas quelque chose d'autre que ce qu'on voit habituellement. C'est-à-dire Elvis en train de jouer dans un mauvais film, multiplié par lui-même. Et ça, à l'air de rien, ça aide la pensée et c'est accessible à tout le monde. Et ça, c'est pas facile. Voilà, le résumé dans des entretiens de 62, je suis anti-tâche. La tâche, c'est trop humain. Je suis pour un art mécanique. Mon idée, c'était tirer le parti d'image préconçu par des techniques commerciales de reproduction multiple. Tout ça est vraiment pensé de A à Z. Il parle du temps, il parle de la mort. Alors, tout sur la mort, ça fait, voilà, ça c'est le chapitre sur la mort. On a tout sur la mort, voilà. Pouf. Je n'y crois pas parce qu'on n'est pas là pour savoir que c'est arrivé. Je ne peux rien en dire car j'y suis pas préparé. Merci Warhol. Chapitre suivant. Il y a des tas de gens qui ont beaucoup écrit. Alors, Cécile Guibert aussi sur sa fascination pour les crânes, sur le fait que, vous connaissez peut-être cette histoire, c'est une sorte de petit de profil de bébé qui se retrouve ici. Voilà, cette fascination pour le temps qui passe. Elle est très, très fascinée par le fric, ça continuellement. Et les petites remarques intéressantes pour finir. Je vais manger simplement parce que j'ai de l'argent, pas parce que j'ai faim. C'est vraiment, c'est très, très provocateur et puis c'est sans doute vrai. Il faut que je le dépense avant d'aller me coucher. Alors, on est en train de nous dire qu'il faut faire gaffe. Alors, ce n'est pas le moment de raconter des trucs comme ça. Mais dans les débuts de Warhol, il fait un truc tout à fait fascinant avant de passer au multiple. Voilà un billet de 1 $ totalement recopié à la main au crayon de papier, ce qui est à la fois une sorte de provocation et de fascination qui va bien avec tous ces sujets. Voilà, l'argent, c'est de l'argent, peu importe qu'on l'ait gagné difficilement ou facilement. Ça, c'est très intéressant aussi. Voilà, que tu aies trimé ou pas, on s'en fout. En fait, je le dépense de la même manière. Et là, les Américains sont beaucoup plus distants que nous sur ça. Il faut reconnaître. Voilà, j'aime l'argent. Supposons que vous soyez sur le point d'acheter un tableau de 200 000 $. C'est une provocation qui fait bien réfléchir. À mon avis, vous feriez mieux de prendre cet argent et de l'accrocher au mur. Quand on vous rendrait visite, c'est la première chose qu'on verrait. Là, je vois bien le truc. On pourrait faire ça, des punaises avec des billets dessus. Je pense que les gens qui regarderaient ça seraient complètement étonnés. À mon avis, il ne faut pas que tout le monde ait de l'argent parce que sinon, ça n'aurait plus d'importance, ça serait monotone. Et il ne dit pas ça par mépris. Il dit ça évite qu'on me tape de l'argent. Alors, il y a des périodes où il va faire des dollars. C'est une sorte d'aveu final, mais qui ne sont pas forcément les plus intéressants. Les œuvres les plus intéressantes. Une sorte de façon d'assumer. On ne sait jamais si Warhol est complice du monde des médias ou complice de cette société américaine. Oui, il en est complice, mais par contre, c'est vraiment tabou, c'est jamais évoqué. Quand c'est exposé en Europe, on en fait un artiste qui crée à partir de rien, un créateur, alors que dans ce livre, on voit qu'il est continuellement en train de réfléchir à ces sujets. Alors, il est aussi capable de dire qu'il déteste les carnets de chèques, parce qu'il préfère du vrai fric, mais il est aussi capable de dire que s'il a un oreiller sous la tête à 3 $ dans son bain, il se sent riche, et que ce qui est important, c'est de se sentir riche et de se comporter comme un riche. Voilà, on se sent riche, qu'on a envie de laisser la porte entrouverte pour que les gens puissent voir que vous êtes riche, mais pas trop pour ne pas être cambriolé. C'est à la fois indécent ce qu'il raconte, à la fois superficiel et à la fois intriguant sur ce que ça signifie. Voilà, il a fait toute une série, Madame Schlumberger, il a fait des tournées en Europe où il est complètement fasciné. Il habite à Monte-Carlo, il habite à Milan, il est à Rome. Il va dans des soirées, il fait des polaroïdes. Il revend la toile des centaines de dollars ou des milliers de dollars et les gens achètent ça. On a une image qui, quand on la regarde bien, c'est une image de côté, les deux de gauche, une image de face. Pas de travail de cadrage très intéressant, pas de travail de transformation ou de saturation comme le côté travesti de Liz Taylor ou comme la multiplication des Marilyn ou la superposition du Presley. Il a warholisé l'univers et il les vend. C'est pas intéressant, mais il me semble que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il a fabriqué des trucs qui étaient plus très intéressants au bout d'un moment. Pour moi, l'argent est l'instant parfait. L'argent est mon humeur. C'était une façon d'assumer quelque chose qui est tout à fait tabou pour nous. J'ai fait une conférence sur philosophie de l'argent. On n'a
pas de philosophes qui ont beaucoup pensé l'argent. Voilà, là, on a un chapitre où c'est le cas entièrement. L'argent américain est vraiment joli à voir, je l'aime plus que n'importe quel autre. Voilà, il a un rapport esthétique à l'argent, ce qui est là encore plus tabou pour nous. C'est-à-dire, on n'est pas en train de regarder des billets. Et si tu dis, j'aime bien Delacroix parce que j'adore l'art, on va dire, ben, passe-le-moi. Voilà, on est dans un rapport à l'argent qui est beaucoup moins détendu que ça. Le chapitre, j'en ai terminé, atmosphère, qui parle de l'espace, de ce qui l'intéresse dans l'espace. Et ben, je trouvais que, vous voyez, quand il fait ses séries de soupe Campbell, il les reproduit. Là, c'est une toile double avec une petite, une grande. Donc, il pense l'espace d'exposition. Il va faire des séries de vaches qui sont des papiers peints qui vont être exposés comme des papiers peints, mais papiers peints sur lesquels il met ses propres toiles. Et sur des toiles de vaches, il met des chaises électriques. C'est quand même... on ne peut pas considérer ça comme de la provocation seulement. C'est quand même plus intéressant que ça. Et même si c'était de la provocation pour faire parler de lui, je veux dire, c'est tellement raide comment des gens peuvent accepter qu'on mette une chaise électrique sur des vaches en expo. Alors, c'est de l'art, c'est cool, mais on me parle d'art qui est compliqué à comprendre. Là, si on devait expliquer ce que ça signifie, c'est quand même assez compliqué. Alors, il a une réponse à lui qui dit « Si vous saviez le nombre de gens qui veulent acheter des chaises électriques, surtout si le bleu va bien avec les rideaux. » C'est-à-dire, ce que je fais, c'est de la marchandise et les gens le regardent comme tel. Alors, il a une théorie où il va essayer de faire. Il découvre à sa mort que Picasso a fait 4000 chefs-d'œuvre et il dit mais moi, je vais les faire en une seule journée. Et puis, il s'y met et il dit en un mois, on en a fait 500. On a fait 500 fois la même et on s'est dit bon, bah, d'accord, ça suffira. Ce que dit le petit commentaire là, c'est qu'en tapissant avec des papiers peints, Warhol questionne ce qu'est l'environnement et la galerie d'art. Et puis, on ne le voit pas souvent, mais quand il copie des boîtes de cirage ou des boîtes de soupe Campbell, puisqu'il les fait en boîte, mais ce n'est pas des cartons, en fait, il les reproduit en bois et puis il les plus grands, et puis il les sérigraphie pour les poser comme ça. Vous voyez, on voit les boîtes de soupe qui sont derrière, puis on le voit au milieu de la galerie. Ben, l'air de rien, il fait de la sculpture, c'est-à-dire c'est un carton, c'est un jeu avec l'image, on aime mieux Marilyn Monroe que ça. Mais si tu as une boîte seulement, ce n'est pas aussi fort que l'espace qui est là. Voilà, il est quand même c'est quelqu'un qui pense l'espace d'exposition et la façon dont ça se répartit autour de lui. Il a aussi fait des petits nuages volants en argent qui ont servi de décor pour des pièces de danse de Cunningham. Il a continuellement, avec sa factory, quand on la regarde, c'est quand même assez dégueulasse comme environnement. Il a mis du papier alu dans un espace commun, dans lequel tous les gens sont venus continuellement. Et en fait, il avait tellement d'amis dans tous les sens que ça redevenait intéressant. Alors, j'aime bien les provocations de la fin. Est-ce qu'il pleut? Je crois qu'on nous crache dessus. Voilà, il est tout à fait capable d'assumer la provoque. Si l'on fait quelque chose une seule fois, c'est passionnant. Si on le fait tous les jours, c'est passionnant. Mais si on le fait 2 fois, c'est raté. Entre-temps, c'est soit une seule fois, soit tous les jours. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de penser la série, la multiplication des images. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tard, dans les années 80, il va refaire une Marilyn. On est entre 79 et 86. Eh ben, elle n'est pas très intéressante. On la reconnaît. On se dit, tiens, je vais me payer une Marilyn parce que celle-ci est dans les musées et qu'on ne peut plus l'approcher. Mais le côté exagéré, travesti, le côté superficiel qu'il y a dans l'image, qui est au cœur de son travail, ben là, c'est presque un peu joli, ça ne marche pas très bien, en fait. Et ces Marilyn-là, ben, on ne les voit pas tellement exposées, on ne les voit pas dans les livres sur Warhol, parce qu'on restreint énormément le Warhol qu'on veut connaître. On en fait toujours un artiste comme un créatif européen qui réfléchirait, qui inventerait des formes nouvelles, et pas quelqu'un qui travaille sur la répétition, quitte à se tromper, quoi. Voilà à peu près combien il y a de lèvres de Marilyn. Je ne me rappelle plus, c'est 50, je crois. 50 bouches de Marilyn Monroe. C'est à la fois sans doute ce que beaucoup de gens ont voulu regarder de près et à la fois tout à fait inintéressant. Mais c'est inintéressant parce qu'il y en a 50 et que c'est coupé du reste. Et une ou deux, ça suffira pas. Tout un chapitre sur l'art, tout un chapitre sur les titres.
Et puis, pour vraiment finir, à quoi ressemble la télé de Andy Warhol? Des plans fixes sur des lieux, et puis on va voir, je vais me faire couper quand ça sera sur YouTube, des séries d'interviews sur plateau avec des gens. It's Andy Warhol's TV with supermodel Carol Alt, New York Ranger Ron Greshner, Senator Patrick Moynihan, English rock group Duran Duran, and photographer Horst. I'm Andy Warhol, and this is Maura Moynihan. And tonight on the show we have model Carol For lunch. and we have the fashion photographer Horst. Stay tuned for Ron Greshner. On voit les débuts de la vidéo avec des très beaux trucages, des bancs titres, des choses merveilleuses qui pourraient être éditées en DVD ou alors sur YouTube ou en chaîne d'infos continues, puisqu'on a des célébrités, des hommes politiques, des comédiens, des mannequins, tout est à égalité sur la Warhol TV. Qu'est-ce que raconte ce livre? Voilà, c'est ma conclusion. Il parle de l'étincellement, et puis la conclusion est à la hauteur, le dernier chapitre, le 15, on pouvait s'y attendre, la puissance du sous-vêtement. Là, il a toute une théorie sur les chaussettes, sur le fait que, ça c'est connu avant Warhol, qu'elles reviennent toutes en nombre impair, quelque chose qu'on en fait. Par contre, il commence ce chapitre par un truc qui pourrait suffire à justifier le bouquin, acheter est bien plus américain que penser. Et ça... Et avec ce qu'un Français, un Européen serait peut-être incapable de faire, c'est même si on trouvait une idée comme ça, on aurait tendance à donner une leçon aux autres. Et lui ajoute, et je suis aussi américain que les autres. C'est-à-dire, je m'en fous de penser. Je viens de faire un livre qui s'appelle Ma philosophie de A à B, un dialogue. On pourrait penser, parce que les débuts de la philo, Platon, tout ça, c'est des dialogues. Il s'amuse de ça. Il joue avec quelque chose qui est superficiel, où il parle d'éjaculation, de Liz Taylor, de pisser, d'acheter, voilà, de rien foutre. Mais il arrive quand même à placer des fulgurances. Acheter est bien plus américain que penser. C'est quand même invraisemblable de pouvoir écrire comme ça. Voilà ma philosophie de A à B. Voilà à quoi ça ressemble quand on est Andy Warhol. Je vous remercie, au toit public. Il précise là qu'il voudrait créer une chaîne de restaurants, à prédire l'avenir. Pour les gens comme moi, ça s'appellerait Andy Mats, le restaurant du solitaire. Vous choisissez vos plats, vous les posez sur un plateau pour aller regarder la télévision dans un box. Je pense que ça pourrait marcher. Aujourd'hui encore, on peut manger au comptoir en regardant la serveuse ou le barman, mais un petit système qui permettrait de s'isoler, d'être dans un truc, voilà, c'est un Uber Eats avec un YouTube continu sur peut-être aller à un petit casque de réalité virtuelle, ce serait pas mal. Je pense qu'il a encore prévu le futur. Merci, merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que monsieur... Ah ben il y a madame Eliane, monsieur Marie et monsieur Jérôme qui n'a pas eu le temps, tellement j'ai été vite, de poser des questions. Et voilà. À bientôt.